Imagine un truc, l'équipe. T'es le meilleur latéral droit de toute la CAN. T'as tout écrasé sur ton passage, pas un seul attaquant n'a réussi à te passer. T'es au sommet de ta forme. Et là, on est à quelques heures de la plus grande finale de ta vie. Le bus est devant l'hôtel, tes coéquipiers montent un par un, l'ambiance est électrique, tout le Sénégal compte sur toi, et là, au moment de monter dans ce bus, ton corps lâche complètement. Tu t'effondres. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais 4 fois en moins de 24 heures. Les médecins te font passer tous les examens possibles et ils trouvent quoi? Absolument rien. Zéro. Nada. Pendant que tes frères se battent sur le terrain pour ramener la 2e étoile, toi, t'es sur un lit d'hôpital à regarder le match sur ton téléphone. Ma gueule, frère, c'est pas un film ça. C'est l'histoire vraie de Crépin Diatta en finale de la CAN. Et aujourd'hui, on va disséquer ce mystère parce que cette affaire est une dinguerie absolue. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que vous compreniez bien le contexte. Le Sénégal arrive en finale, ce n'est pas juste un match de foot, c'est l'aboutissement de tout. C'est la confirmation d'une hégémonie sur le continent africain. C'est la pression maximale sur les épaules de chaque joueur. Et dans ce groupe, Crépin Diatta, c'est pas n'importe qui. Le gars a été titulaire indiscutable sur toute la compétition. Il a joué chaque minute de chaque match. Il était dans une forme étincelante. Les observateurs le considéraient unanimement comme l'un des meilleurs défenseurs du tournoi. Il était le verrou du côté droit, le piston essentiel. Bref, il était intouchable. Et c'est là que tout bascule. Maintenant, accrochez-vous, parce que la chronologie de ce qui s'est passé ce jour-là est d'une précision troublante. Le matin du match, Crépin se réveille et il sent que quelque chose ne va pas. Il ressent les premiers signaux faibles, il se sent pas très bien, mais tu connais la mentalité des compétiteurs. Dans l'euphorie de la finale, il minimise l'alerte. Il se dit que c'est juste de la fatigue nerveuse, que ça va passer, qu'il ne peut pas rater ce match. Sauf que ça ne passe pas. Le moment où le bus s'apprête à partir pour le stade, c'est le point de rupture totale. L'état de Diatta s'aggrave violemment, il ne peut plus tenir et le staff est obligé de prendre la décision la plus difficile. Il doit le laisser derrière et le remplacer en urgence. Et là commence le cauchemar personnel de Crépin. Pendant que ses coéquipiers entrent sur la pelouse pour disputer la finale de leur vie, lui, il est transporté d'urgence à l'hôpital. Son isolement est total, il est coupé de tout, il ne peut suivre le match que par brèves séquences vidéo sur son téléphone. Il aperçoit le but de Pape Gueye, il voit le pénalty manqué, tout ça depuis un lit d'hôpital alors qu'il devrait être sur le terrain à se battre avec ses frères. T'imagines le déchirement que ce gars a dû ressentir? Et le pire dans tout ça, c'est que la nuit et le lendemain, les médecins lui font passer une batterie complète d'examens et ils ne trouvent rien, strictement rien. Et juste avant sa sortie prévue à 10 h du matin le lendemain, il fait un 4e malaise. 4 malaises en moins de 24 heures et les docteurs ne détectent rien. C'est du jamais vu l'équipe. Et quand Crépin décrit ce qu'il a ressenti, ça fait froid dans le dos. Il parle de douleurs partout, des douleurs systémiques dans tout le corps, de fortes céphalées, des douleurs à la tête intenses, et il dit qu'il y avait beaucoup de choses indéfinissables, des sensations qu'il qualifie lui-même de très bizarres. Un athlète de haut niveau qui s'entraîne tous les jours, qui connaît son corps par cœur, qui dit que ce qu'il a ressenti était très bizarre, ça veut dire quelque chose. Mais attendez, parce que l'affaire devient encore plus étrange quand on découvre que Crépin Diatta n'était pas le seul. Non, ce n'est pas un cas isolé, et c'est là que ça devient vraiment flippant. Au sein de la délégation sénégalaise, plusieurs personnes ont été touchées au même moment. On a Ismail Jacobs, on a Pape Matar Sarr, on a Osang, et attention à ça, on a aussi Lamine Diatta, qui est le coordinateur de l'équipe, un membre du staff technique. Ça, c'est un élément crucial, parce que si des joueurs peuvent craquer sous la pression d'une finale, qu'un membre du staff expérimenté subisse exactement le même type de malaise au même moment, c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus suspect. D'ailleurs, Ismail Jacobs a pris la parole, et ce qu'il a dit est lourd de sens. Il a déclaré que cette situation n'était pas normale, et il a lâché une phrase qui résonne encore. Il a dit que des choses sortiront plus tard. Quand un joueur professionnel balance ça publiquement, c'est qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas encore. Et malgré toutes ces absences, malgré un banc de touche amputé de force vive, le Sénégal a quand même réussi à arracher la victoire. Ça, c'est de la force mentale à l'état pur. Maintenant, parlons des théories. Parce que dans le vide laissé par le silence des médecins, les spéculations ont explosé. La théorie qui a le plus circulé, c'est celle du sabotage, de l'empoisonnement orchestré par le pays hôte, le Maroc. Beaucoup de supporters sénégalais ont pointé du doigt une possible intoxication volontaire. Mais là, l'équipe, il faut qu'on soit honnête et qu'on analyse ça froidement. Si une puissance occulte avait vraiment voulu saboter le Sénégal, pourquoi cibler Crépin Diatta et des joueurs de l'entrejeu? Pourquoi ne pas s'attaquer directement au fer de lance de l'attaque? Pourquoi laisser Sadio Mané tranquille?
Pourquoi ne pas toucher à Nicolas Jackson ou Iliman Ndiaye, qui sont les gars capables de te marquer à n'importe quel moment du match? L'absence de ciblage des stars offensives rend l'hypothèse d'un empoisonnement délibéré peu logique sur le plan tactique. Si tu veux faire tomber une équipe, tu ne t'attaques pas au latéral droit en priorité, tu t'attaques au buteur. Alors, quelles sont les autres explications possibles? Il y a la piste du virus régional. À la même période, un joueur gabonais a souffert de symptômes similaires, ce qui laisse penser qu'un virus circulait peut-être dans la région ou qu'il y avait un problème gastrique saisonnier. Il y a aussi la piste de l'intoxication alimentaire accidentelle. Peut-être qu'un produit spécifique a été consommé uniquement par ce sous-groupe de personnes, ce qui expliquerait pourquoi le staff et certains joueurs ont été touchés sans distinction de statut sur le terrain. C'est l'explication la plus rationnelle, mais elle n'explique toujours pas pourquoi les examens médicaux n'ont rien détecté. Et c'est ça le cœur du mystère. Comment un athlète professionnel peut faire 4 malaises consécutifs avec des douleurs partout, des céphalées violentes, des sensations très bizarres, et que les médecins d'un hôpital, avec tout leur équipement, ne trouvent absolument rien. C'est ce vide diagnostic qui alimente toutes les théories. C'est ce trou noir médical qui fait que cette affaire reste une dinguerie totale dans les annales du football africain. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que le timing était chirurgical. Ces malaises ont frappé au pire moment possible, le jour de la finale, au moment de monter dans le bus. Coïncidence malheureuse ou synchronisation suspecte? On n'a pas la réponse. Ce qu'on sait aussi, c'est que les joueurs eux-mêmes trouvent ça anormal. Les déclarations d'Ismaël Jacobs le prouvent. Et ce qu'on sait enfin, c'est que malgré tout ça, le Sénégal a montré une résilience héroïque en allant chercher ce trophée avec 4 forfaits de dernière minute dans les pattes. Cette histoire transforme ce qui aurait pu être un simple incident médical en une véritable légende du football sénégalais. Les Lions de la Teranga ont prouvé qu'aucune adversité, qu'aucun mystère, qu'aucune crise ne pouvait les empêcher de triompher. Krépin Diatta, lui, a vécu le pire cauchemar qu'un footballeur puisse imaginer. Rater la finale de sa vie pour des raisons que même la médecine n'arrive pas à expliquer. Est-ce qu'un jour on saura vraiment ce qui s'est passé ce matin-là? Est-ce que les choses dont parle Ismaël Jacobs finiront par sortir? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, l'équipe, c'est chez vous ici. Je veux savoir ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Pour vous, c'était quoi? Du stress intense? Un virus bizarre qui traînait? Une intoxication alimentaire accidentelle? Ou vous croyez encore à la thèse du complot? Lâchez vos théories, je lis tout. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche parce qu'on reste branché sur ce dossier et sur toute l'actualité du foot africain. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt l'équipe.